Bonsoir Jérôme Valk. Bonjour même. Bonjour et bienvenue à Barcelone. Ancien secrétaire général de la FIFA, vous n'avez jamais parlé depuis 7 ans. Depuis le début, entre guillemets, de cette affaire, qui a secoué évidemment le football mondial, vous avez toujours refusé de parler, de vous exprimer, et là pour la première fois, sur Europe 1, et merci de ce document exclusif. Pourquoi Barcelone? Vous habitez Barcelone, pourquoi vous avez décidé de venir à Barcelone? Lorsque nous avons décidé de quitter la Suisse, compte tenu des circonstances, nous avons regardé encore une fois une carte du monde pour trouver un endroit qui correspondrait à où nous aurions envie de vivre. Il y avait une option qui était l'Afrique du Sud, puisque ma femme est d'Afrique du Sud et que je suis tombé amoureux de l'Afrique du Sud durant toutes les années où j'ai préparé cette Coupe du Monde de 2010. Mais pour des raisons, on va dire, familiales, sécuritaires, c'était pas nécessairement le meilleur endroit où aller s'installer. Et ensuite, on est rapidement revenu sur l'Europe. Et c'est vrai que lors d'un voyage à Barcelone, où j'ai un de mes meilleurs amis, on est tombé amoureux de cette ville. Et on a décidé que c'était définitivement une ville qui permettrait aux enfants de se développer parfaitement dans des conditions qui étaient agréables entre la plage et les Pyrénées. Et c'est pour ça qu'on a débarqué à Barcelone, où il y a en plus un système scolaire de très très bonne qualité pour des enfants qui ont envie de parler plusieurs langues. Qu'est-ce que vous devenez? C'est une bonne question. Pour résumer ça en une image, je dirais qu'en 2015, je suis monté dans un train dont je n'avais absolument pas le contrôle. C'est un train qui a été dans un tunnel au cours de ces 8 dernières années, sans stop. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu à aucun moment la moindre éclaircie, la moindre bonne nouvelle, la moindre chose qui vous fait vibrer, en dehors bien évidemment de mes enfants. Et pour être sincère, je crois que j'ai pas encore vu la fin du tunnel, ou j'ai pas vu la fin du tunnel. Je l'ai vu parce que les histoires FIFA sont à leur fin, mais j'ai pas vu encore cette lumière, ce qui est un peu exaspérant parce qu'ici il fait beau tout le temps, et donc autant je suis sous le soleil, mais je le vois pas encore. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Quel est le point de départ? Le point de départ en 2015, ça a été l'histoire de la billetterie, à laquelle s'est ajoutée l'utilisation d'un avion privé pour aller en Russie pour faire le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde 2018. Ça a été ce genre de choses. C'est un dossier qui a été ouvert en 2015, où j'ai été accusé par le ministère public en 2016. Et c'est un dossier dont on attend la suite, puisqu'il n'est pas encore fermé, mais on attend de savoir si il y aura un classement ou s'il y aura une procédure supplémentaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que soit le ministère public considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour présenter ce dossier à la justice, soit le ministère public décide que ce dossier n'a pas suffisamment d'éléments pour justifier d'aller en justice, et à ce moment-là, ce dossier sera classé. Et pourquoi vous êtes toujours refusé de parler pendant toute cette procédure, entre guillemets, qui dure depuis 8 ans? D'abord parce que tant qu'il y a une procédure, c'est compliqué d'en parler, parce que les personnes devant qui vous devez vous justifier, les personnes devant qui vous devez vous innocenter, sont les personnes directement impliquées dans le dossier, à savoir le ministère public et vos avocats. Je veux dire, les médias, la presse, et même parler à des amis, n'aident en aucun cas à ce que le dossier soit réglé. Donc, je veux dire, comme je viens de le dire, il y a encore une procédure qui est en cours, qui j'espère se terminera sous peu. Mais donc, je n'ai pas de raison de parler de cette procédure. Le jour où cette procédure est terminée, je peux dire on m'a accusé de ça et j'ai été innocenté, et point terminé. Mais tant que que le dossier n'a pas été clos, c'est compliqué d'en parler. D'abord parce que vous n'avez pas envie de dire des choses qui potentiellement pourraient être utilisées contre vous, et essayer de vous défendre, sachant que les personnes auprès de qui vous vous défendez ne sont pas celles qui vous aideront à vous innocenter. Jérôme Valk sur Europe 1, invité de Jacques Vendroux. Ce soir, quand on vous voit, on vous trouve
plutôt en bonne forme. Mais intérieurement, vous nous l'avez dit, c'est très difficile à vivre. Quand on a un combat judiciaire, comment on le vit, comment vous le vivez, comment vous faites pour rester dans ce combat pour la vérité? La vérité, c'est que vous êtes un peu comme quelqu'un sur un ring. C'est comme si vous étiez l'adversaire de Mike Tyson à l'époque de Mike Tyson, et où vous montez sur le ring. Donc quand vous rentrez dans le bureau d'un procureur, vous montez sur le ring et vous savez pertinemment que vous allez être défait pièce par pièce. Donc vous mettez un genou à terre, vous mettez le deuxième genou à terre, et puis il y a un moment donné où c'est juste de la résilience. Je pense que d'autres personnes auraient pu commettre l'irréparable. Je pense que d'autres personnes auraient pu être plus fortes. Moi, je suis tombé dans une sorte de dépression sans jamais vouloir l'accepter, dans un système où, en fait, vous n'avez envie de rien. Dans un système où, je vous donne un exemple, quand je sortais en soirée avec des amis, j'étais triste de voir le bonheur des autres. Parce que je n'arrivais pas à être heureux. J'étais triste la seule chose à laquelle je pensais, c'était « ils sont libres et je ne le suis pas ». Ils peuvent vivre normalement et je ne peux pas le vivre normalement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à vivre. Il y a une seule fois, je l'ai dit, donc je n'ai aucun souci à ne pas le dire. Il y a une seule fois où j'étais sur ma moto, c'était avant de partir à Barcelone, et où il y avait un semi-remorque qui arrivait en face, et je me suis dit, allez, j'y vais, je vais dans le semi-remorque. Et à la dernière minute, j'ai donné un coup de guidon, et donc j'ai repris ma route. Et quand je me couchais le soir, mon seul rêve était « fais que ton cœur s'arrête de battre dans la nuit, fais que tu ne te réveilleras pas ». Donc vous vivez vraiment, oui, vous vivez vraiment une situation dans laquelle vous n'avez plus envie de vivre. Et là-dessus, ma mère, qui est pédiatre et psychologue, m'avait dit un jour, sache que dans une famille, lorsqu'un membre de cette famille se suicide, ça a un impact sur les générations suivantes. Tes enfants, les enfants de tes enfants, potentiellement, auront un impact. Comme on dit que des enfants divorcés ont plus de chances de divorcer, je veux dire, c'est pas une génétique, c'est juste une sorte de tatouage que vous mettez sur vos descendants pour leur vie future. Et j'aime trop mon fils pour me dire je vais lui faire ça, quoi. Ça serait indécent. Tout ce que vous dites, Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, vous êtes sur Europe 1, c'est un document exclusif, c'est un document bouleversant par rapport à ce que je viens d'entendre. Mais pour en arriver là, est-ce que, avec le recul, vous avez commis des erreurs? Je ne sais pas. Commettre des erreurs, je veux dire, quand vous êtes au poste où j'étais, vous travaillez, vous travaillez dans un système, et peut-être que dans ce système, le système est un système qui, moralement, n'est pas quelque chose de parfait. Je n'ai pas, aujourd'hui, et je le dis très clairement, je n'ai pas le sentiment d'avoir agi d'une manière criminelle dans le cadre des fonctions que j'ai eues à la FIFA. Que je n'ai pas agi potentiellement et que l'on me condamne moralement en me disant « vous n'auriez pas dû faire ci, vous n'auriez pas dû faire cela », peut-être. Mais je veux dire, la morale, c'est un autre sujet. Entre la morale et le pénal, il y a un monde. Mais il y a un monde aujourd'hui qui est beaucoup plus étroit qu'il ne l'était potentiellement il y a des années. Et donc, l'erreur que j'ai faite peut-être, c'est ce que... Encore une fois, j'aime pas parler du passé et j'aime pas avoir des regrets parce que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Les regrets vous permettent pas de reconstruire. Et les regrets ne vous font que retomber systématiquement dans votre passé, ce qui est l'inverse de ce que je veux faire aujourd'hui. Mais peut-être que le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir su au bon moment quitter mes fonctions, quitter la FIFA, comprenant que quelque chose de compliqué était en train d'arriver.